RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Laurent Jacobelli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, la France insoumise a déposé une procédure de destitution du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé cette proposition recevable, mais le PS qui a laissé passer ce texte ne votera pas la destitution. Elle a peu de chances d'aboutir en vérité. Comment regardez-vous cette initiative ? C'est encore du folklore, mais c'est la France insoumise. On parle beaucoup, on crie, on hurle, on rameute, mais au final, on ne sert à rien. C'est ça la France insoumise. Cette procédure n'a aucune chance d'aboutir. Tout le monde le sait, même eux. Et donc, au final, on se demande si finalement... C'est la politique quoi, du bruit pour rien ? Mais c'est la politique du buzz, c'est la politique faite pour attirer l'attention. Ce parti, depuis cet été, n'arrête pas de multiplier soit les insultes, soit les démonstrations de force, soit les appels à prendre le pouvoir par la rue. Bref, ils essayent de contourner nos institutions au maximum pour ne pas avoir à prendre en face la réalité. Ils ont perdu. La France insoumise a aujourd'hui moins de députés qu'il n'en avait pendant la mandature précédente. Alors, ils font du bruit. Ils font du bruit, mais ils sont inutiles. Donc, je pense qu'il serait plus sérieux aujourd'hui pour la France insoumise et ses camarades de gauche et d'ultra-gauche de préciser s'ils sont prêts à voter des textes utiles. Tiens, comme par exemple la suppression de la réforme des retraites qui avait été proposée avant, mais qu'il soit utile aux Français. Là, pour l'instant, ils font des captures vidéo pour leurs réseaux sociaux. Mais on va en reparler. Le nouveau Premier ministre consulte largement, Michel Barnier, consulte largement pour former son gouvernement. Il reçoit aujourd'hui David Lisnard, le maire de Cannes, mais aussi les communistes, notamment le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Est-ce que vous, au RN, vous avez été sollicité pour des entretiens, des discussions avec le Premier ministre? Pas que je sache, mais je crois que les premiers pas du Premier ministre sont quand même très maladroits. Ce Premier ministre est un Premier ministre qui est arrivé là par un hold-up improbable et historique. Il est LR, les Républicains, parti qui fait entre 5 et 7% des votes en France depuis des années, qui a un des plus petits groupes à l'Assemblée nationale, et le voilà Premier ministre. Au lieu de raser les murs, au lieu d'être discret, au lieu de ne pas attirer l'attention et d'essayer de faire un gouvernement d'union, qui il appelle en premier en consultation à Matignon les Dalton des Républicains. Alors ils arrivent, président du groupe à l'Assemblée, président du groupe au Sénat, monsieur Larcher, ils arrivent avec une liste de courses. Alors ils ressortent de là en disant « moi je veux être ministre de l'Intérieur, moi je veux être ministre des Affaires étrangères ». Mais quelle indécence! Les Français n'ont pas voulu de... Il a dit lors de sa prise de fonction qu'il parlerait à tout le monde et qu'il fallait parler à tout le monde. Bien sûr. À ce moment-là, vous avez perçu ça comme un message ? Évidemment, puisque une des premières conditions émises par Marine Le Pen et Jordan Bardella pour ne pas voter une censure a priori était que le Premier ministre respecte les électeurs, et notamment les électeurs du Rassemblement national. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, de manière déclarative. Donc, nous, on espère simplement que ce gouvernement sera... un gouvernement, on va dire, le moins malhonnête politiquement possible, mais que cette élection et ce gouvernement, ça ne tourne pas à la farce, en fait, parce qu'on a dit non à Emmanuel Macron, on risque de se retrouver avec des députés macronistes. Les Français ne veulent visiblement plus... Des ministres, vous voulez dire, parce que des députés, il y en a. Oui, des ministres, pardon, oui, vous avez raison, il en reste quelques-uns. Trop, mais quelques-uns. Les Français ne veulent plus des Républicains, et les voilà au gouvernement. Bref, je comprends les électeurs de France qui se disent, mais on nous a menti. Et en attendant, vous, le Rassemblement national, vous jouez un peu au bal-trap et au tir au pigeon. Parce que vous dites, pas Éric Dupond-Moretti, vous baissez le pouce, pas un tel. Donc vous menez en quelque sorte, vous profitez de votre pouvoir de nuisance aussi, et de votre pouvoir tout court, de pouvoir sanctionner le gouvernement. Parce que Barnier, pour l'instant, Michel Barnier est sous surveillance. Oui, il est sous surveillance. D'ailleurs, on l'a dit très, très honnêtement. Nous voulons être une opposition d'influence. C'est-à-dire que nous voulons que pendant cet intérim Barnier, les Français voient leur vie quotidienne s'améliorer ou au moins ne pas s'empirer. Et donc, vous parliez de M. Dupond-Moretti. Nous, on a été élus sur un certain nombre de thèmes.
plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Comment voulez-vous avoir plus de sécurité avec un ministre comme M. Dupond-Moretti, qui ne rêve que d'une chose, c'est de libérer les prisonniers de prison, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir des peines les plus légères possibles pour les voyous. Donc évidemment, c'est incompatible avec le mandat que nous ont donné nos électeurs, et nous sommes le premier parti de l'Assemblée nationale. Donc oui, M. Dupond-Moretti, le maintenir en poste, ce serait, je crois, une déclaration de guerre à nos électeurs. Vous voulez, si je comprends bien, un gouvernement qui ressemblerait un peu à ce qui s'est passé lors des élections. Mais est-ce que le RN accepterait d'y entrer au gouvernement si la proposition vous était faite? Mais alors, oui, mais... Je vais vous expliquer. Nous sommes dans l'opposition et nous l'assumons. Nous sommes tristes de voir que ce vieux système du parti unique qui nous a été opposé aux législatives se retrouve en passe de faire un gouvernement. Dont acte. Mais Jordan Bardella a été clair. Si je n'ai pas la majorité à l'Assemblée nationale, je ne serai pas Premier ministre. C'est sage, c'est raisonnable et c'est respectueux des institutions. Nous n'avons pas la majorité. Donc nous ne prétendons pas faire ce gouvernement. Nous ne prétendons même pas d'ailleurs à ce que ce gouvernement fasse l'intégralité de notre politique. Mais il y a des lignes rouges, il y a des garde-fous que nous avons établis pour protéger notre pays et respecter le vœu de nos électeurs. Mais nous disons, ça ne peut pas durer. Il faut dissoudre au plus vite cette Assemblée nationale et la rendre représentative de ce qu'est l'opinion française. Et c'est pour ça qu'il faut la proportionnelle. Alors, donc vous voyez, on est assez logique dans notre démarche. À l'occasion de la niche parlementaire du Rassemblement national, votre parti va proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, pensez-vous pouvoir emporter avec vous le NPF, dont vous dites qu'il ne sert à rien, ou la LFI qui ne sert à rien, mais s'il vous suit, vous serez bien content. Alors nous, effectivement, on a été très clair. Est-ce que ça sert à quelque chose aussi? On verra bien. Est-ce que vous servez à quelque chose, vous, en faisant ça, sachant que cette réforme des retraites, elle va être très compliquée à abroger? Vous avez raison, c'est pas simple, mais nous respectons, une fois encore, le contrat de confiance que nous avons avec nos électeurs. Nous leur avons dit, on a été très clair pendant toute la campagne des législatives, cette réforme des retraites est mauvaise, nous voulons l'abroger. On a une journée entière où nous pouvons proposer des textes, qu'est-ce qu'on fera? On proposera de l'abroger. Mais on verra bien si la gauche qui est en face de nous est une gauche de bonimenteurs, une gauche de falsificateurs, si derrière le cirque du nouveau Front populaire, il y a quelque chose de concret. Mais s'ils sont sincères, ils votent cette abrogation. Ouais. Mais vous savez bien que toute loi, toute proposition de loi émanant du Parlement, donc des députés, doit être budgétairement à l'équilibre. Or, cette réforme, qu'est-ce qu'elle a été votée pour faire en gros des économies c'est pas tellement chiffré, mais autour de 15 milliards, peut-être beaucoup plus. Comment vous compensez cette perte-là si vous voulez abroger la réforme des retraites? Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des comptes et que vous proposiez comment vous compensez cette perte-là. Mais une fois encore, cette réforme des retraites a été construite sur un mensonge, voilà, qui était que si les gens travaillaient 2 ans de plus, on allait rendre nos caisses retraites plus positives, ou en tout cas les amener vers l'équilibre. C'est totalement faux. Si aujourd'hui les Français devaient travailler 2 années de plus pour avoir leur retraite pleine, qu'est-ce qui se passerait? Vous savez qu'un Français sur 2 arrive à la retraite en étant soit malade, soit chômeur, soit au RSA. Eh bien, au lieu d'être chômeur 1 an, il sera chômeur 3 ans. Au lieu d'être au RSA 1 an, il sera au RSA 3 ans. Et donc, l'argent que vous pourriez gagner du côté des caisses des retraites, vous allez le perdre dans d'autres caisses. Donc, il n'a jamais été prouvé que dès la première année, celle qui nous concerne d'ailleurs, cette réforme ferait gagner de l'argent. Donc ça nous paraît être un argument irrecevable et notre proposition de loi nous paraît tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. Alors, si cette proposition de loi, parce que ça n'est pas non plus un scénario exclu, n'aboutissait pas lors de votre niche parlementaire, est-ce que le RN, le Rassemblement national, voterait celle que le nouveau Front populaire ne manquera pas de déposer à son tour, lui aussi, pour abroger la réforme des retraites? On verra le texte, si c'est un texte simple, et donc on se posera la question, mais l'histoire parle pour nous. Pendant la mandature précédente, nous avons voté tous les textes qui paraissaient nous aller dans le bon sens, qu'ils viennent de la majorité, qu'ils viennent de l'opposition de droite ou qu'ils viennent de l'opposition de gauche. On ne va pas probablement changer, mais nous ne pouvons pas critiquer la gauche si elle ne vote pas avec nous en disant ils trahissent leur programme et nous-mêmes trahir notre programme. Surtout que nous aurons été de la meilleure foi possible puisque nous aurons présenté un texte. Donc attendons de voir, c'est compliqué de juger un texte avant de le lire, mais nous ne sommes pas des gens obtus. Vous savez, nous avons l'intérêt général en ligne de mire.
Pas l'intérêt de la boutique, pas l'intérêt d'un mandat, pas l'envie de faire le buzz, l'intérêt général. C'est ce qui nous a toujours conduit et ça ne changera pas. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a fait savoir, alors c'est une fuite, qu'il pourrait envisager une hausse d'impôts pour les contribuables les plus aisés et pour les entreprises qui font des super profits. Est-ce que c'est le levier le plus adéquat, le plus juste selon vous ? Ça commence mal, hein, soyons francs. Ce Premier ministre pourrait d'abord répondre aux attentes des Français et dire je vais m'engager pour qu'il y ait plus de sécurité, pour que le soir, quand vous vous promenez dans les rues, vous ne soyez pas mort de peur. Je vais m'engager pour qu'il y ait moins d'immigration, ce que font d'ailleurs tous les autres pays d'Europe en ce moment, parce que la situation n'est plus tenable. Ou je vais même m'engager... Chacun ses obsessions. Le déficit, c'est une obsession pour aussi. que vous ayez... Mais j'y viens. Je vais m'engager pour que vous ayez plus de pouvoir d'achat. Si augmenter les impôts réduisait les déficits, alors Emmanuel Macron aurait laissé les caisses pleines. Or, chaque année, il a augmenté la pression fiscale et chaque année, il a creusé le déficit. En fait, je vais vous dire, ce qu'il faut, c'est une bonne gestion. L'argent, il existe. Voilà. Selon Contribuables et Associés, le coût de l'immigration chaque année, c'est 54 milliards. Selon un certain nombre d'études, la fraude sociale et fiscale, 75 milliards. Le nombre de comités Théodule qui ne servent à rien si ce n'est recaser les copains. C'est une estimation extrêmement haute, les 75 milliards. Il y en a quand même des nettement plus modestes. Et il y en a des nettement plus hautes. J'ai pris le chiffre moyen. Mais c'est social et fiscal. Donc on est loin de la réalité, selon moi. Donc vous voyez, il y a une multitude de gisements. Et on a un Premier ministre qui arrive, et plutôt que de dire on va faire la chasse au gaspillage, mais il est hors de question de réduire à nouveau les services publics, on a un Premier ministre qui semblerait, parce que ce sont des fuites apparemment, c'est pas lui qui l'a dit directement, en tout cas je ne crois pas avoir vu son annonce, et donc qui annoncerait une hausse d'impôts. Les Français en ont ras-le-bol. Voilà. Ils en ont ras-le-bol d'être les plus taxés d'Europe. Même les plus riches ? Une fois encore, c'est quoi les plus riches ? Qu'entend-il par là ? Moi, j'attends de voir. Mais vous savez, moi, je me rappelle de ces présidents de la République qui disaient qu'à partir de 3 000 € par mois, on était riche. Or, c'est pas vrai. On ne parle pas de ces riches-là, vous savez bien. Mais non, je ne sais pas, puisque je n'ai pas vu le texte. Mais je trouve dangereux que son premier réflexe, face à un déficit abyssal, soit de dire on va augmenter les impôts. Vous savez, les Français en ont ras-le-bol. Ça fait des décennies qu'on augmente les impôts, des décennies qu'on augmente la dette parallèlement. Expliquez-moi où est la bonne gestion. Et qu'en même temps, on réduit les services publics. Donc, on paye plus. Les générations futures paieront plus pour rembourser la dette, mais on a moins de services publics. La question, c'est où va l'argent ? Je crois avoir esquissé une piste de réponse tout à l'heure. Peut-être... un petit mot, oui, sur alors cette campagne permanente. C'est inédit, ça. Vous avez décidé d'être tout le temps en campagne. C'est vrai. Donc, dans le scénario selon lequel une nouvelle dissolution interviendrait dans un avenir proche, en tout cas de cause pas avant le 9 juin prochain. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça veut dire quoi ? Vous allez vous comporter comme si une élection législative avait lieu le mois prochain ? Bien sûr. Et y compris s'il n'y a pas de dissolution, ça va durer comme ça pendant 3 ans ? La dissolution, elle peut arriver à peu près n'importe quand, entre le 9 juin prochain et la fin du mandat et la dernière fois, Macron. vous aviez anticipé, vous deviniez qu'elle arrivait, et vous n'étiez pas prêt. On a vu des candidats dont vous devez regretter qu'ils aient été présentés. Alors, je vous le confirme. À tout le moins. Je vous le confirme. On était... largement prêt, mais pas totalement prêt. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques trous dans la raquette, selon une expression à la mode. Nous, ce que nous avons décidé, et Jordan Bardella a été très clair au lendemain du deuxième tour, il a dit « Ok, dont acte, il y a eu des erreurs. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'elles ne soient plus jamais réalisées. » Donc, on a changé l'organisation interne. On a créé, je ne vais pas être technique, mais des intermédiaires régionaux pour que les propositions du terrain soient réétudiées une deuxième fois avant d'arriver en commission d'investiture. Mais on a une équipe de campagne qui s'est mise en place depuis hier. Donc, on va à nouveau investir des candidats. Vous savez, on en a beaucoup qui étaient investis, qui étaient des gens d'extrêmement bonne qualité, qui seront réinvestis parce qu'ils ont fait un travail de terrain. Les députés, les candidats vont aller sur le terrain faire le boulot. On va mettre en place des éléments du matériel de campagne. Marine Le Pen et Jordan Bardella feront un meeting par mois. Le premier, c'est le 6 octobre à Nice. Oui, nous sommes en campagne permanente. Pourquoi ? Parce que nous pensons que cette dissolution, elle est inévitable et même souhaitable, puisqu'il n'y a pas de majorité. Comment voulez-vous prendre les réformes importantes dont la France a besoin ? C'est impossible sans majorité. Donc on va continuer avec la dette qui se creuse, avec l'insécurité et le pouvoir d'achat des Français qui part en vrille. C'est pas possible. Et donc puisque ce n'est pas possible, puisqu'il n'y aura jamais une majorité qui tiendra, puisque aucun des premiers ministres n'arrivera à faire le travail, puisqu'il n'aura pas
un Parlement sur lequel s'appuyer, c'est inévitable, on aura une dissolution. Une campagne permanente, mais avec quand même dans 2 semaines un procès des assistants parlementaires présumés fictifs. Marine Le Pen est poursuivie pour détournement de fonds, elle risque l'inéligibilité. Quelle sera sa ligne de défense et est-ce que ça ne va pas être un énorme caillou dans la chaussure, dans votre chaussure, celle 1 du Rassemblement national, 2 de Marine Le Pen pour 2027, s'il n'y a pas d'échéance avant? Écoutez, je crois que à gauche, au centre et chez nous, il y a eu 3 partis qui ont été concernés, la France Insoumise, le Modem et nous. C'est en fait une vision différente, on va dire, de l'Union européenne, de ce que doit être un collaborateur. Pour eux, ça doit être un fonctionnaire du Parlement. Un élu, d'ailleurs, pour eux, est à peu près la même chose, un fonctionnaire du Parlement. Nous ne pensons pas ça. Nous pensons qu'il est attaché à son député et qu'il est un peu militant aussi, c'est-à-dire qu'il est sensible à nos valeurs et à notre programme. Et que donc, une fois que le soir est arrivé, il a le droit d'aller coller une affiche ou d'écrire un texte sur son temps personnel. Donc, ce sont 2 visions qui vont s'affronter. Marine Le Pen, j'ai eu la chance de la voir ce matin en réunion, est très sereine parce qu'elle a un dossier solide à défendre et que les accusations qui nous sont faites, qui sont faites aux partis et à ceux qui sont devant le juge à partir de ce procès, eh bien, nous paraissent infondées. Donc on va se défendre, on a les arguments pour le faire, mais ça ne nous empêchera pas, et certains seront probablement déçus, de continuer à faire de la politique et continuer à faire campagne. Stéphane Séjourné, qui était il y a encore peu ministre des Affaires étrangères, a été choisi par Emmanuel Macron pour remplacer Thierry Breton en tant que commissaire européen. Il a été nommé aujourd'hui commissaire en charge de la stratégie industrielle. Marine Le Pen a réagi en disant que c'était une négation totale des résultats des élections européennes. En quoi est-ce une négation de ces élections? Qui aurait eu vos faveurs pour ce poste? Monsieur Séjourné, je crois ne pas me tromper, est un membre éminent du parti du président de la République, qui a une vision de l'Europe, il a le droit, hein, c'est tout à fait possible, quasiment fédéral, il est européiste, il nous parle de souveraineté européenne, il fait partie de ceux qui considèrent que la France est une anomalie aujourd'hui, un vieux reliquat du passé, et que sans l'Europe, il n'y a rien de possible. Mais il a le droit de le penser, nous on pense le contraire. Les Français pensent aussi le contraire, voilà. Parce qu'ils ont envoyé la plus grosse délégation de l'histoire du Rassemblement national à Bruxelles. Nous sommes la première délégation de tous les pays européens qui envoient des élus à Bruxelles, et même historiquement. Donc vous voyez que le signal, il était très fort. Donc oui, il y a un écart entre ce que veulent les Français et le symbole que fait le président de la République. D'ailleurs, c'est pas plutôt au Premier ministre de nommer ce commissaire? Et puis surtout, est-ce que c'est le grand recyclage qui a commencé? C'est-à-dire, tous ceux qui ont tout raté dans le passé, on va leur retrouver des postes avec, si possible, des salaires à 5 chiffres. Tout cela devient indécent. Les ministres de l'ancien gouvernement, de Attal, qui essayent de gratter à la porte pour être à nouveau ministre. Monsieur Séjourné, qui va à Bruxelles mener une politique qui est l'inverse de celle que les Français veulent. Combien il va y avoir, et ce sera intéressant de regarder le journal officiel, de nominations dans les comités Théodule dans les jours qui viennent, d'anciens ministres, d'anciens fidèles. Oui, d'accord, mais de la part d'un président de la République qui nous avait annoncé le nouveau monde, de la part d'un président de la République qui s'est pris un sévère aller-retour quand même de la part des Français, une fois aux européennes, une fois aux législatives, il y a un manque de respect qui paraît assez évident. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci à vous pour l'invitation. Merci, cher Frédéric. Eh bien, merci, chère Roselyne. Et on se retrouve il reste 20 avec secondes, amabilité. En fait, il faut le dire. Mais 20 secondes, c'est trop court pour poser une question et trop long pour dire bonsoir. Donc voilà, on meuble avec des merci. Voilà. Et je remercie également Camille Néran et Flore Simon pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. RFI et France 24 présentent. On le répète, une seule chose compte pour nous, c'est de savoir où sont nos enfants. Ils les ont emmenés vivants. Il y a 10 ans, 43 étudiants mexicains disparaissent brutalement. De jeunes professeurs stagiaires de l'école normale de Ayotzinapa. Depuis, leurs proches, ainsi que les étudiants qui leur ont succédé, entretiennent leur mémoire. Mais à la question « Qui est coupable de ce massacre ?», ils se heurtent toujours à un mur de silence. Avec un espoir, que le nouveau gouvernement de Claudia Sheinbaum mette enfin la lumière sur ce sinistre épisode. Billet retour à voir sur France 24 et sur France24.com.